Comment a commencé le film ? Par un autre film. Anouk visionne Les Locavores. On y voit une cantine scolaire exemplaire en Haute-Marne. Une cantine qui a réduit ses déchets de plus de 90% en faisant de la cuisine de produits frais et qui nourrit ses enfants en circuit court. Fini les boîtes. Place au frais. En majorité avec des produits biologiques. Elle a envie d'en faire autant dans sa commune. Nourrir les enfants sainement. Elle part en campagne. Son équipe gagne les élections. Et là commencent les rêves qui deviennent des projets, des budgets et puis du concret. Une petite ville de 5000 habitants en Seine-et-Marne, adossée à une autre ville, celle de Meaux. Tout en longueur. De part et d'autre du canal de l'Ourcq. Entre le canal et la voie ferrée. Ses nombreux trains pour la capitale, horaires serrés, se déroulant, avec ses pavillons jardins, avec ses arbres, ses fleurs, ses oiseaux et ses avions. Pas de grands immeubles, un habitat urbain et des cultures tout autour. Risque d'une ville dortoir où rien n'aurait plus lieu que des trajets motorisés, du lieu de travail, souvent parisien, au domicile, du domicile aux centres commerciaux excentrés. Ici, peu de lieux de convivialité, peu de commerce, peu de café. Chacun est supposé rester chez soi. Renaître la ville, renaître Villenoix. Le baron Pelé, général de Napoléon, député et pair de France, résidait dans cette maison transformée en mairie en 2012. La maison d'un seul est devenue une maison pour tous. Ici, la mairie est la maison des citoyens. Son parc est à la disposition de tout le monde, des familles, des enfants, comme ils en ont envie, comme ils jouent. On peut y découvrir un curieux abri anti-aérien de forme conique construit à la fin des années 1930 et récemment labellisé patrimoine d'intérêt régional. L'édifice était destiné à protéger les employés de l'ancienne sucrerie, qui fut le fleuron industriel de Villenoix, d'éventuels bombardements. Une nouvelle équipe municipale qui regarde au-delà du temps électoral, qui anticipe le devenir de la ville sur une longue durée. Mais il faut essayer de dépasser un petit peu tout ce temps-là pour pouvoir avoir vraiment de grands projets et penser au futur de la commune. Il y a plein d'autres sujets. Actuellement, on est en train de travailler sur le plan local d'urbanisme. Et ben, à nous de réfléchir à ce qu'on souhaite que la commune soit dans une vingtaine d'années. Et il y a quand même toutes les chances que dans une vingtaine d'années, l'équipe municipale ne soit plus du tout la même à la mairie. Donc voilà, il ne faut pas vraiment se fixer comme unique échéance les 6 ans d'un mandat électoral. Quand nous sommes arrivés à la municipalité, en fait, à Villenoix, il y avait 3 écoles, donc une école maternelle et 2 pôles en fait différents pour l'école primaire et un centre de loisirs qui était en assez mauvais état. Donc il fallait de toute façon mettre à terre. En plus, on avait depuis la rentrée 2020 donc une classe d'inclusion en primaire. Qui était avec une convention de l'EPMS de l'Ourcq, c'est-à-dire l'établissement public médico-social. Et en discutant avec eux, en fait, est venu le projet de faire une classe maternelle, non pas classique, entre guillemets, mais il y aurait 11 classes, dont une en inclusion, pour les enfants atteints d'autisme. C'est quand même très important de gérer l'autisme de manière très précoce. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette inclusion au sein même de la maternelle et surtout d'avoir
d'avoir le PMS, hein, donc cet établissement qui est dans la même structure, qui permet justement d'avoir une inclusion vraiment parfaitement réussie. Et si on arrivait à nourrir nos enfants avec des légumes biologiques cultivés à proximité de l'école ? Justement, la ville possède un terrain de 2,5 hectares. Une idée mûrit très vite, cultiver ce terrain en permaculture. C'est très bien cette école maternelle inclusive, mais quand on voit ce qu'on sert dans l'assiette de nos enfants, on s'est dit il faut en profiter à ce moment-là pour monter également une cuisine centrale, pour qu'on puisse fabriquer nous-mêmes les repas pour les enfants, afin qu'ils puissent apprendre dès le plus jeune âge ce que c'est que le goût, ce que sont les différents produits. Et une fois qu'on est engagé dans cette démarche-là, bien sûr, tout de suite se pose le problème de l'approvisionnement de cette cuisine centrale. Si c'est pour faire venir à nouveau que des produits complètement industriels, on ne peut pas s'en sortir et ça servira à rien. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur cet espace de permaculture en se disant c'est exactement ce qu'il faut à la cuisine centrale pour pouvoir sortir des légumes, des fruits, tout en respectant la nature et afin que les enfants puissent manger des produits faits sur place, mais encore mieux, des produits également qui ont poussé sur place à quelques centaines de mètres de la cuisine. La dynamique de projet est enclenchée. D'autres vont suivre, une épicerie solidaire, un centre culturel et social, une microfolie et une maison des artistes. Tous ces projets et réalisations s'imbriquent les uns dans les autres et créent une dynamique verte où la préoccupation de l'humain est centrale. Tout se regroupe, tout s'implique et tout fait sens ensuite automatiquement dans tout ça. Et c'est ce qui, par exemple, intéresse fortement la région Île-de-France, puisqu'elle nous accompagne dans tous nos projets, à cause justement de cette philosophie générale et de cette cohérence entre nos diverses actions. On se croirait dans un film de propagande, trop beau pour être vrai. D'ailleurs, on ne voit pas grand-chose, presque rien. Mais c'est acté, les projets sont financés, il ne reste plus qu'à les concrétiser. En 2020, on a été à la région, donc on y a été tous les trois. Il y avait le maire, il y avait Madame Julienne et moi-même. On a été à la région rencontrer un responsable là-bas. Et on leur a dit, voilà, on a plein de projets. On a ces projets-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Et là, c'est parti. On a listé, voilà. Et une semaine après, on avait un retour. Voilà. Pour tel projet, on peut vous aider là. Pour celui-là, là, celui-là. On s'est dit, là, il faut y aller. Maintenant, on va faire pareil au département, on va faire pareil au niveau de l'État. C'est comme ça que c'est parti. Mais en effet, c'est parce qu'on avait cette globalité de projet. On ne voit rien, mais si. Le centre social et culturel va s'augmenter de nouveaux locaux, mais il fonctionne déjà depuis 1 an dans les locaux actuels. C'est une volonté politique de créer une structure de ce type-là sur le territoire de Villenoy. Et puis ensuite, je pense que l'intérêt principal est de pouvoir faire rencontrer toute la population en un lieu unique qui permet justement de mieux vivre ensemble, de créer du lien entre les habitants. Il est important aussi de préciser que le mot social dans le centre social ne veut pas dire côté social péjoratif comme souvent on a tendance à le croire sur nos territoires, mais bien faire société ensemble. Les gens, ils viennent, ils arrivent comme ils sont et puis ils repartent avec le sourire, ils repartent bien et puis du coup ils reviennent. Je suis venue par curiosité au départ et finalement j'adhère complètement au projet et je trouve que c'est très convivial, qu'il y a beaucoup de choses qui sont apportées, je m'y plais bien. Et je vais apporter ma petite graine. Et tout le monde se parle, tout le monde est ensemble, tout le monde prend du plaisir à être ensemble et c'est juste beau à voir, quoi. C'est pour ça qu'on est là en fait. C'est comme un renouveau, quoi. Il y a plus, moi je trouve qu'il y a plus d'ambiance, il y a plus de dynamisme. On s'ennuie moins, quoi. C'est beaucoup mieux qu'avant, de toute façon. J'arrive même pas à dire le nombre de sorties qu'on a fait depuis qu'on est là. On en a fait énormément. Et en fait, on essaye de se baser aussi, on s'appuie aussi sur le désir des habitants.
On a proposé des sorties à la mer, on a proposé des sorties au théâtre. On a fait beaucoup de musées. Donc on a eu un partenariat avec le Louvre qui nous a financé le bus, des bases de loisirs. Le marché de Reims, on a été au château de Versailles. On va à la Cité des Sciences de temps en temps. Donc l'idée, c'est vraiment de diversifier l'offre pour toucher un maximum de monde. L'épicerie solidaire propose déjà des produits, souvent bio, aux habitants dans le besoin. C'est destiné à des administrés qui sont à la limite de la rupture sociale, voilà, qui ne vont pas encore aller au Resto du Cœur ou à la Croix-Rouge et qui ont besoin d'une période de 3 mois, 6 mois d'une aide pour apprendre un petit peu à gérer et leur budget, et leur manière de manger, leur manière de cuisiner, pour les relancer. Voilà. En général, c'est des contrats de 3 ou 6 mois qu'on passe avec les gens. Et donc, pendant ce temps de contrat, ils ont accès à l'épicerie solidaire où là, ils peuvent faire des achats à des prix défiant toute concurrence, bien sûr, mais c'est pas gratuit. Ils achètent. Et ce geste d'acheter, c'est énorme. Humainement, c'est énorme. Installée dans un des bâtiments de l'ancienne sucrerie, la Maison des Artistes présente ses premières expositions et va accueillir ses premiers créateurs. La Microfolie, c'est un musée numérique, c'est-à-dire qu'on a accès à de nombreuses œuvres qui ont été numérisées et qu'on peut projeter sur le grand écran. C'est tout d'abord un dispositif qui part de la Villette depuis 2017 et qui s'étend maintenant sur pratiquement tout le territoire français. On a des centaines de microfolies qui ouvrent chaque année. On a la chance d'avoir une douzaine de partenaires allant donc du château de Versailles, au musée du Louvre, au musée Picasso d'Orsay, qui nous ont du coup donné accès à leurs œuvres numérisées. La Microfolie est dans ce lieu qui est aussi la Maison des Artistes. Nous avons pour but d'exposer en même temps sur les murs de la Microfolie des œuvres d'art d'artistes locaux en premier temps et de faire grandir cette Maison des Artistes, de faire venir des artistes pour qu'ils y aient un atelier qui nous fasse vraiment découvrir leur pratique artistique. C'est vrai que voilà, cette Maison des Artistes qui sera en plus l'entrée de l'Arc-Vert, le début de l'Arc-Vert, qui ira jusqu'à l'espace de permaculture. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important et que je souhaite vraiment que les habitants puissent s'approprier. Voilà, on partira donc de l'aspect culture, on finira sur la permaculture et entre les deux, on passera sur des cheminements liés à la biodiversité. Je suis allée voir Fessal Hameau dans ses jardins, puisque je savais qu'il faisait de la permaculture, donc on a pas mal discuté. Le but étant au départ qu'ils viennent nous aider pour voir si c'était réellement possible à mettre en place sur notre commune. La permaculture, c'est 3 principes éthiques, après il y a des principes techniques. Les 3 principes éthiques, c'est être attentif à la nature, être attentif à l'être humain, au partage équitable des ressources. Donc après, si on doit le traduire d'une autre manière, c'est écologiquement responsable, humainement équitable et économiquement viable. C'est pas juste faire pousser des légumes, c'est pouvoir ensuite créer de l'emploi, faire de l'accompagnement, faire de la formation et essaimer. Parce que ça fait partie un peu de mes objectifs, c'est de pouvoir essaimer. Si je peux créer le maximum de jardins, je serai l'homme le plus heureux. On va faire de l'agro-sylvo-pastoral, c'est-à-dire il y aura des arbres fruitiers qui vont être plantés, on aura des ruches, peut-être après un poulailler, voilà. On va créer une association qui va faire de l'insertion par l'activité économique. Là, ça a un peu évolué depuis, on va travailler pas mal avec le monde de l'handicap. On aura du monde sur le terrain pour pouvoir travailler, parce que la permaculture, on travaille beaucoup à la main, on soigne beaucoup le sol et les plantes. On est très peu mécanisé, et donc du coup, il faut des bras. Il y a quelqu'un à qui on va expliquer pourquoi il faut planter cette tomate comme ça, pourquoi il faut mettre cette graine comme ça. On l'accompagne, on lui donne de la connaissance parce que le but c'est de faire monter en compétence les travailleurs qu'on va recevoir ici pour pouvoir les autonomiser au maximum. Voilà, un élément, plusieurs fonctions, ça c'est l'un des principes de la permaculture. C'est les former, c'est pouvoir qu'ils puissent occuper plusieurs fonctions. Et il va y avoir un turnover. Ça veut dire
Un jardin, il y a la partie irrigation, il y a la partie récolte, il y a la partie plantation. Et ça, c'est des postes, c'est des compétences. Donc chaque fois, on va former une équipe, par exemple, comment ça fonctionne l'irrigation. Il va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dès qu'il monte en compétence, on le fait passer, par exemple, préparation de commande. Pour les gens qui ont le permis, peut-être livraison. Pour les gens qui ont un peu plus d'aisance, avec, en tout cas, ils ont le côté social développé, un peu de vente, un peu de pédagogie quand on va recevoir les écoliers, ainsi de suite. On s'est dit qu'il fallait éduquer les enfants pour éduquer les parents. Donc c'est vrai que ce jardin sera accessible aux écoles, il y aura des petits ateliers, le but étant que les enfants apprennent ce qu'ils ont dans l'assiette avant, en fait, comment ça pousse, pour leur faire aimer ce qu'ils vont manger. On cultive des légumes, mais on va essayer aussi de cultiver les esprits. On démarre sur une jeune forêt, c'était une jeune forêt, c'est un terrain qui fait 1,7 m, qui était en friche depuis une quinzaine d'années. La mairie, entre-temps, elle a fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'il y avait un puits, en fait, juste là derrière, une tour avec un puits. Cette source alimentait tout Meaux. Dans notre démarche agronomique, on va essayer aussi de préserver cette ressource. Dans la nature, quand on a 2 écosystèmes qui se rencontrent, par exemple un écosystème aquatique avec un écosystème de prairie ou de forêt, il y a un 3e écosystème qui s'installe, on appelle ça l'écotone, les bordures entre la rencontre de 2 écosystèmes. Et ces écotones, ils ont la faune et la flore des 2 écosystèmes, ils ont une faune et une flore spécifiques à ce 3e écosystème. On appelle ça renforcer les bordures en permaculture. Si on a une forêt, on fait la rentrer un peu plus dans le jardin, on fait rentrer plus de jardin dans la forêt, etc. Pour créer le maximum justement de rencontres des écosystèmes et d'expérience. Généralement, ces zones-là, elles sont hyper fertiles, hyper intéressantes pour la lutte intégrée, ça veut dire pour préserver un peu la biodiversité, tout ce qui est auxiliaire, ainsi de suite. Là, on va installer l'irrigation et puis à partir de septembre-octobre, commencer un peu de la production. Notre production, elle va être distribuée principalement pour la cantine. Il y a quand même assez 400 couverts jour. Au moins qu'il y ait 2-3 légumes du jardin dans les repas qui seront préparés. Et ensuite, il y aura une AMAP, c'est-à-dire une trentaine de paniers, pour faire profiter les gens de la ville, de la production du jardin. On aura peut-être une présence au marché une fois par semaine. Et puis on a aussi quelques partenaires. On a une entreprise qui vient d'être créée, qui s'appelle CQFD, qui fait des pâtes bio avec du blé bio local. Et puis on est à, 1 kilomètre à vol d'oiseau. Et donc du coup, lui voudrait aussi se fournir chez nous en légumes. On voulait réhabiliter un petit peu ce passage qui n'est pas très beau pour permettre aux Villenoyens d'avoir vraiment un poumon vert en fait, et essayer de faire quasiment une bonne partie de la ville à pied dans un espace naturel agréable. Sur la commune, on a cette chance d'avoir cet arc vert en plein centre-ville. Derrière tout ça, c'est d'essayer de sauvegarder un maximum l'espace naturel, de toujours, quand on fait un nouveau projet, d'empêcher un maximum l'artificialisation des sols, voire même, quand on le peut, c'est rendre le sol perméable pour que vraiment la nature reprenne sa place dans la commune comme ça l'était il y a quelques dizaines d'années. La municipalité a décidé d'en faire vraiment un axe de biodiversité, puisque l'idée c'est de partir du parc de la Maison des Artistes et de cheminer à travers cet arc vert pour rejoindre la permaculture. Avec au milieu, entre ici et la permaculture, toute une zone qui sera réservée à la biodiversité, c'est-à-dire au développement des zones humides, développement de la faune, de la flore,
et surtout un endroit pédagogique. Puisque l'idée, c'est de faire comprendre aux administrés que la biodiversité, c'est pas juste un concept comme ça qui sert à rien. Si parfois il y a de l'herbe dans votre rue, c'est pas que votre rue elle est sale. C'est que l'herbe dans la rue, ça participe au développement de certaines faunes, de certaines flores qui sont importantes pour la vie de la planète finalement. Si l'herbe n'est pas parfaitement tondue à tel endroit, c'est parce qu'il y a de la nidification, parce que c'est un lieu où il y a des hérissons, où il y a des animaux que vous connaissez peut-être jamais vus, mais qui participent quand même à la vie de la planète et qui sont très importants. Tout cet arc vert, c'est une zone de passage pour les oiseaux, entre autres, et pour les chauves-souris. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'éclairage. Il ne faut pas qu'il y ait d'éclairage public. Il faut que ce soit noir, ce qu'on appelle une trame noire. Une ville comme une autre à la recherche d'un avenir vivable, une ville où l'on prendrait plaisir à vivre, renouer des liens avec la nature dont on fait partie, avec les autres, se promener, découvrir, réfléchir ensemble, partager des moments de vie pour se sentir plus vivant.